sans l'abonnement et sans le fait d'avoir une relation long terme avec nos utilisateurs, il y a 20% de la population en France qui a une carafe filtrante. Il doit en avoir 1% qui l'utilise. En fait, on s'est dit, pareil, on a de l'ambition. Forcément, le logo qu'on a fait dans notre appartement à deux, sur Canva, on peut plus l'utiliser, tu vois. Donc, il y a eu aussi ce travail de rebranding, de mise à jour. Concrètement, c'est compliqué pour une jeune boîte d'avoir des financements autrement que par la levée de fonds. Les banques, on est beaucoup trop tôt pour aller chercher des financements, en tout cas conséquents, auprès de la banque. Au final, tu te retrouves rapidement bloqué. Une fois qu'on a une mission aussi large, un produit qui répond effectivement aux besoins, on a senti que la mission nous dépassait, entre guillemets. En tout cas, à notre échelle, on avait besoin de plus. Aujourd'hui, pour faire plus, il faut de l'argent. Plus vous faites un choix vite, plus la boîte va vite, on va dire aussi. Logique. Dans un sens ou dans l'autre, hein, mais parce que si tu fais ton choix rapidement, si tu te plantes, tu te plantes vite, tu vois aussi. Et donc du coup, tu peux vite redresser la barre et passer à autre chose. Mais du coup, bienvenue Adrien et Vincent. Je vais vous laisser vous présenter. Merci. Je crois que c'est le 4e épisode du coup de Hypergrowth, donc trop cool de vous recevoir pour cet épisode. Et je vous laisse du coup vous présenter votre boîte. Yes, let's go. Alors Adrien, Charles Nicolas, 27 ans. Je suis directeur général de Pureva et Vincent du coup. Ouais, Vincent Mongis du coup, 26 ans. Et on a cofondé Pureva il y a 1 an et demi avec Adrien. Ok, trop bien. Et Pureva, c'est quoi exactement? Alors Pureva, c'est d'abord une solution de filtration qui permet de filtrer l'eau du robinet pour les particuliers. Et en fait, ça va permettre d'avoir une eau de qualité, de meilleur goût et à un prix raisonnable pour l'ensemble des particuliers en France, et à la fois dans l'Hexagone, mais aussi dans les dom-toms. Donc c'est une solution qui s'installe très facilement en autonomie par le client et qui est vendue aujourd'hui en abonnement. Donc on propose des abonnements pour nos utilisateurs qui leur permettent d'avoir des renouvellements de cartouches qui composent effectivement notre filtre. Donc voilà. Mais globalement, du coup sur Pureva, on essaie de répondre à un double enjeu. Déjà la qualité de l'eau du robinet qui est en déclin partout dans le monde. Nous on l'a vécu on va dire à son paroxysme aux Antilles où on a été contaminé à un pesticide qui s'est répandu par l'eau du robinet, et en face de ça en améliorant la qualité de l'eau du robinet, on devient aussi une alternative à l'eau en bouteille plastique. Donc c'est un peu les deux sujets, on va dire de santé publique et en même temps d'impact environnemental qu'on essaye de régler avec Pureva. Mais c'est vrai qu'on a d'abord commencé à tenter de régler le problème sanitaire. Et c'est au fur et à mesure en fait des retours de nos utilisateurs qui nous ont dit mais en fait avec votre filtre, certes déjà on a une eau de qualité directement au robinet, mais surtout ça nous évite de consommer des bouteilles en plastique, et on le voit quand on prend le train, quand on prend l'avion et qu'on doit payer une bouteille d'eau à 4 €, 5 € pour 1 litre. Sachant que tout le monde maintenant a une gourde le plus souvent, c'est sûr qu'avoir une solution pour avoir une eau de qualité directement à la maison, c'est un avantage. C'est pour ça qu'au final, nous, on se voit pas comme un filtre à eau, mais plutôt comme l'eau Pureva, et on vient vraiment à l'intersection des deux, quoi. Ok, mais du coup le filtre c'est l'entrée, on va dire ça. Ouais, le filtre c'est un peu la manière de délivrer l'eau, mais c'est pas le filtre en lui-même qu'on veut vendre, quoi. Ok, ouais, c'est un peu la vision. Exactement, c'est ça. Parce que vision 25 ans, on l'appelle. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que juste pour souligner un peu un constat, je pense que vous faites vous, mais qu'on n'a pas appuyé, c'est que en fait les gens, si je me trompe pas, ont conscience que l'eau du robinet elle est pas terrible. Et du coup, la réaction, c'est d'aller acheter de l'eau en bouteille, alors qu'elle aussi a sa forme d'intoxication, quoi. Ouais, je dirais que le marché de l'eau en bouteille est né et est poussé par rapport au fait qu'il y a un manque de confiance envers l'eau du robinet. On le sait, 68% des Français n'aiment pas le goût de l'eau du robinet, donc ils vont chercher le goût dans des eaux en bouteille. Et en face, il y a une méfiance aussi envers la qualité de l'eau, et c'est ce qui fait que les deux boostent le business de l'eau en bouteille, alors que finalement, on se rend compte que je crois que c'est 78% des marques d'eau en bouteille qui proviennent des mêmes sources que l'eau du robinet. Donc, ce ne sont pas des eaux minérales, c'est comme de l'eau du robinet filtrée. Donc nous, ce qu'on dit, c'est autant la filtrer directement à la maison.
Et c'est surtout embouteillé, du coup, dans du plastique. Oui. Donc on se retrouve aussi avec des microplastiques quand on consomme des bouteilles. Et l'anecdote un peu qu'on aime bien donner pour aussi imager justement cette méfiance vis-à-vis de l'eau du robinet, on aime bien dire, et si c'était du jus d'orange qui sortait du robinet, des canalisations, est-ce que vous la buvrez comme si c'était de l'eau? Et le plus souvent, c'est non. Oui. Donc, il y a une vraie méfiance autour de ça. Et nous, on vient effectivement apporter une certaine sécurité, une certaine garantie de qualité à nos utilisateurs. Ok, hyper intéressant. Et du coup, ça vient d'un constat, comme tu disais, à la base. Vous avez vécu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans votre tête? À quel moment vous avez déclenché sur comment vous êtes rendu compte en fait que vous étiez exposé, on va dire, à ces problématiques? Disons que ça fait déjà bien longtemps pardon, qu'on est exposé, mais plutôt la population, en tout cas aux Antilles, n'avait pas conscience de ça. Ok. Et c'est à peu près, je pense, en 2018 C'est ça. qu'il y a eu des news dans le journal local, Ok. où on s'est rendu compte qu'en fait 95% de la population avait été contaminée au chlordécone, donc que ce soit en Martinique, en Guadeloupe. Donc c'est un pesticide cancérigène qui s'est répandu par rapport au fait que les canalisations aux Antilles qui transportent l'eau du robinet sont vieillissantes. On devrait les changer tous les 50 à 70 ans en moyenne. Et elles sont changées en moyenne tous les 240 ans aux Antilles. Ok. En France, du coup? En France, on est sur les 160 ans en moyenne. Okay. Ouais. Donc, on n'est toujours pas dans les normes. Et c'est ce qui fait qu'on a un réseau d'eau potable qui est cassé, percé, troué. Et tout, en fait, les pesticides qu'on va utiliser dans les épandages, dans l'agriculture intensive, ça va ruisseler dans les sols et ça va s'infiltrer dans les canalisations. Donc, en fait, on a beau faire la filtration qu'on veut au départ, à la source. C'est vrai, l'eau est filtrée et en France, elle est très contrôlée. Le problème vient ensuite dans l'acheminement de l'eau dans les foyers. Et il suffit que l'eau ait bien été filtrée au départ. 1 kilomètre plus loin, elle est complètement polluée. Donc c'est un peu le problème. En fait, on est absolument pas logé à la même enseigne en termes d'eau du robinet. Il suffit qu'un quartier ait des canalisations qui datent de plus de 50 ans, de plus de 70 ans, pour avoir des risques de présence de rouille, de plomb, de chlore, etc. Donc c'est vraiment un sujet où on essaye de prévenir plutôt que de guérir, en proposant une solution, comme j'ai dit tout à l'heure, de sécurité pour nos utilisateurs. Ouais. Donc vous arrivez au final à la fin de la chaîne. Exactement. Là où c'est le plus critique, entre parenthèses, parce que du coup là au moins vous êtes sûr que l'eau elle est quali. Ouais, c'est ça. Et l'idée, enfin moi ce que je trouve hyper stylé dans le format de Pureva, c'est que c'est plus une innovation de process. En soi le produit, vous l'avez dit plein de fois, il y a d'autres alternatives. Oui. Mais là c'est un peu la manière dont vous délivrez en fait l'expérience du produit qui est cool. Du coup puisque si je comprends bien, vas-y. C'est ça, en fait, c'est un peu une innovation d'usage. Ouais. C'est-à-dire que la technologie de filtration, on n'a pas réinventé la roue. Ça existe, les communes utilisent les mêmes systèmes de filtration. Tous les systèmes, finalement, réutilisent les mêmes procédés, même les filtres sous évier, les filtres pour la maison, les industriels également. Nous, on a simplement miniaturisé donc ce système de filtration pour le mettre en bout de robinet, et c'est ce qui fait que non seulement il y a un côté pratique au quotidien, parce qu'il suffit d'ouvrir le robinet comme on a l'habitude de le faire. Il n'y a pas de manipulation ou autre à faire. C'est ça. C'est assez simple. C'est assez ludique en fait, et on s'en rend pas compte, mais le plus souvent on se dit on va créer le produit le plus sophistiqué, le plus tech que possible, surtout dans les startups en France. Mais est-ce que ça veut dire que ton client derrière il va comprendre le produit et surtout va pouvoir l'utiliser tous les jours? Parce que encore une fois, l'eau c'est un truc qu'on utilise tous les matins, vous êtes tout sur le temps. Un produit d'usage, sur un produit d'usage vraiment quotidien, et on est obligé d'avoir un produit simple à installer, à utiliser, à désinstaller, aussi pour changer les cartouches, etc. Enfin, donc il y a vraiment ce sujet-là de ludique, de jeu, d'installation qu'il faut prendre en compte en fait. Il faut vraiment que ça soit simple au quotidien. C'est aussi pour ça qu'on est parti sur de l'abonnement, même si c'est vrai que ça profite au business model, mais de base c'est parti des demandes de nos clients qui ne savaient pas quand changer leur cartouche en fait. Et c'est la même chose quand on achète des carafes filtrantes, ce genre de choses. Souvent on va pas savoir quand changer la cartouche, quand elle arrive à saturation. Et donc, on a mis en place des abonnements qui sont personnalisés, qui s'adaptent en fonction du foyer.
Donc, si vous êtes 2 dans le foyer, vous n'aurez pas la même consommation qu'une famille de 5 personnes. Donc, nous, on va adapter le renouvellement de cartouches. Et ça, c'est dans la même idée, la même logique de rendre ça vraiment très, très simple et que chacun puisse avoir accès à l'eau filtrée sans avoir à y penser, quoi. Et au final, l'abonnement, c'est vrai que c'est un avantage. Oui, on l'a dit pour nous, mais aussi pour le prix d'entrée, parce que aujourd'hui, notre abonnement en moyenne trimestriel, je précise, est à 59,90 €. C'est sûr que si on faisait pas de l'abonnement, on aurait eu peut-être un prix à 100, 120 €. Donc, c'est aussi ça. On propose notre produit à la grande majorité de la population. Parce que c'est un sujet important, c'est un sujet qui concerne tout le monde et c'est aussi ce qu'on a voulu faire. Mais, de toute façon, vous dites ça vous sert, je suis hyper d'accord avec vous, le business model vous sert. C'est à la mode. En termes de... Ouais, mais c'est à la mode. Oui, c'est vrai que c'est à la mode, mais pas tant dans le e-commerce. Ça rentre à la mode, mais t'en as pas énormément qui le mettent en place. Parce que vous avez un modèle un peu hybride, au final, un peu e-commerce, abonnement. C'est pas si courant, en vrai. C'est à la mode. Mais effectivement, ça sert le business model, mais moi, je trouve que c'est aussi une preuve d'intellect, tu vois, d'intelligence de votre part de faire ça, parce que c'est hyper adapté au mode de consommation. C'est ça. Les gens, en fait, si t'as pas d'abonnement, tu sais, t'oublies de changer ton filtre, t'as pas les reminders qui viennent derrière, etc. Donc, vous, ça vous sert, et en même temps, ça vous sert, mais ça vous dessert, parce que ça vous oblige à aussi avoir une qualité de fréquence et une qualité de service. Mais du coup, ça vous sert aussi, parce que meilleure qualité de service, ça veut dire plus de LTV, etc. C'est plus de travail. C'est un cercle vertueux, en fait, tu vois. C'est plus de travail, c'est vrai. Mais après, pour le consommateur final, c'est sûr que c'est très avantageux de ne plus avoir à penser à quoi que ce soit. Puis on essaie de changer la façon de consommer des Français. Gros sujet. Et consommer de l'eau, évidemment, parce que c'est notre sujet pour l'instant. Et c'est vrai que sans l'abonnement et sans le fait d'avoir une relation long terme avec nos utilisateurs, c'est pas possible. On peut pas, un peu comme ce qui s'est passé avec les carafes filtrantes. Il y a 20% de la population en France qui a une carafe filtrante. Il doit en avoir 1% qui l'utilise, qui change les cartouches au bon moment, etc., etc. Et en fait, effectivement, tout le monde sait que c'est une carafe filtrante. Mais bon, est-ce que ça a changé la façon de consommer les gens ? Je ne pense pas. On consomme de plus en plus de bouteilles en plastique. On n'y est pas du tout. On n'a pas réglé le problème. En fait, nous, on n'est pas là pour être une alternative de plus. Mais on est là pour venir et proposer une solution définitive, on va dire, au problème de l'eau. Et donc, c'est pour ça que nos clients, en fait, une fois qu'ils passent à Puriva, ils arrêtent la bouteille plastique. Donc, il n'y a pas d'entre-deux. Et si tu as besoin de te déplacer avec de l'eau, tu la mets dans une gourde et le problème est réglé. On règle le problème de mobilité avec. Donc, en soi... C'est ce qu'on a toujours essayé de dire, hein, les premières fois qu'on a voulu vendre Puriva, que ce soit aux investisseurs, mais même aux clients, en fait, on dit qu'on est une alternative réelle à la bouteille plastique. Parce que, en fait, et ça, c'est un peu le comble du secteur, on va dire, écologie, impact. C'est que souvent, on dit, OK, c'est une bonne solution, mais est-ce que le consommateur va vraiment le faire ? C'est soit trop cher, soit trop compliqué à mettre en place, etc., etc. Et nous, on avait eu déjà ces réflexions-là et on a construit le service et l'abonnement dans ce sens-là, quoi, pour que ce soit le plus simple pour l'utilisateur. Complètement, mais de toute façon, il y a tout à l'heure, on en discutait un petit peu là dans l'après-midi, mais il y a plusieurs chiffres qui sont un peu choquants. Vous disiez, il y a 83% de gens qui savent que l'eau du robinet est pas terrible, ou qui je sais plus ce que c'était le chiffre, mais 5% des gens qui ont vraiment acheté, il y a 5% de la population française qui utilise une eau filtrée au quotidien, alors que 83% est conscient que ça améliore la qualité et le goût de l'eau. Mais tu vois, ce chiffre, il est incroyable. Mais en fait, il est incroyable. C'est fou parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est fou parce qu'il pourrait être pris comme un no-go, en fait, tu vois, mais du coup, c'est pas du tout un produit. Il y a un problème de product market fit, alors que c'est tout l'inverse. C'est une opportunité de product market fit parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que vous soyez une solution définitive plutôt qu'une alternative. Parce qu'en fait, je pense que justement, marketer le truc comme une alternative, c'est vrai aussi. Vous êtes une alternative, mais une alternative définitive. Alors que
d'autres sont des alternatives temporaires. Tu vois. C'est ça, exactement. Parce que ça nécessite une autre approche du marché. Quoi. Ouais, il y a une prise de conscience à faire en fait dans la société de consommation, et il y a aussi un contexte qui évolue. Évidemment que, enfin, on l'espère, que les bouteilles plastiques, on va pas continuer cette croissance folle. Juste pour le chiffre, 9 milliards de bouteilles plastiques consommées en France uniquement. Ah ouais, donc 80% au final finit soit enfoui dans les sols ou dans les océans. Okay. Donc il y a ce contexte-là, et on espère le gouvernement va essayer de travailler là-dessus. Donc il faut des solutions pour réduire effectivement cette consommation. Juste dire aux consommateurs, c'est pas bien, arrête les bouteilles plastiques. On a vu que c'était pas suffisant, et ça a été fait, et on voit que c'est pas suffisant. C'est parce que justement, il faut proposer des solutions alternatives, définitives. Mais tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand on a commencé à bosser ensemble, je vous dis un truc, je sais pas si vous vous en souvenez, à Paris. Ouais. Moi, j'étais persuadé que l'eau à Paris était d'hyper bonne qualité. Je sais plus lequel de vous m'a dit, détrompe-toi. Écoute, surtout 60% de nos clients chez Puriva viennent d'Île-de-France. Ouais. Donc tu vois, la question se pose. Et en fait, Paris fait un peu sa pub sur ça. Tu vois, la ville de Paris sur fait que l'eau de Paris. Et tu peux même boire de l'eau. Tu sais, t'as plein de trucs publics, tu vois, dans la rue et tout, de fontaines exactement. Et en vrai, ça veut dire qu'on pourrait mettre sur des fontaines, tu vois, en vrai, des filtres Puriva. Il faudrait. Ouais, typiquement. Ou des fontaines Puriva. Ouais, carrément. Ouais, du coup, c'est ça. C'est en gros l'évolution potentielle, ce serait vraiment d'avoir un réseau de distribution à l'échelle nationale, voire peut-être internationale plus tard, mais globalement, en tout cas, d'avoir des solutions peut-être plus communautaires. Parce que tout à fait. Le point aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec votre filtre, du coup, quand tu sors, t'as plus d'eau. Du coup, faut. Mais c'est. De toute façon, partout où il y a un point d'eau de consommation, il faudrait qu'elle soit filtrée, dans l'idéal. Donc nous, on a commencé dans le foyer parce que c'est l'endroit où on va le plus consommer de l'eau au quotidien. Et puis on sert à l'ensemble de la famille et pas juste à un individu. Mais c'est vrai que plus tard, on pourrait imaginer d'autres choses. Pour le moment, on est très concentré sur cette verticale-là et sur équiper un maximum de foyers et étendre le projet. Et puis on a été entre guillemets égoïste. On a surtout créé le produit pour nous. Tu vois, en tant que particulier, on a besoin d'une solution de filtration efficace. Tu vois. Et forcément, quand on s'est dit est-ce qu'on fait du B2B, est-ce qu'on va dans les hôtels, etc. C'était même pas une question. C'était même pas une question parce que en fait la solution est faite pour les particuliers. Après, ça veut pas dire que dans notre évolution, on puisse proposer d'autres solutions pour plus de monde. Ouais, mais même en termes de strat, c'est smart parce que devenir une marque communautaire, c'est quand même le meilleur moyen de grandir, tu vois, vite. Et vous, en fait, surtout quand tu démarres de zéro. Ouais, complètement. Et votre ratio de croissance à vous, il est crucial pour être sûr d'avoir un gros impact. En fait, le truc avec les hôtels, c'est que tu as un impact qui est trop localisé. Tu vois, quand mais même en vrai, moi, pendant qu'on discutait, là, il y a 5 minutes, je me disais, c'est marrant parce que même les cafés-restos à Paris, en France globalement, capitalisent vachement sur la carafe, tu sais, que tu t'as. Mais en fait, cette eau, elle est pas bonne, tu vois, au final. Le plus souvent, elle vient de l'eau du robinet. L'alternative, c'est souvent une bouteille d'eau ou autre, alors qu'en vrai, ce serait trop simple pour eux de mettre un filtre. Et au final, ils auraient de l'eau bonne, mais c'est vrai, au final, meilleure que même la bouteille d'eau. Mais problème de business model parce qu'ils ne vendraient pas de bouteille d'eau. Ouais, parce qu'ils font beaucoup de marge sur les bouteilles d'eau. Donc, il y a un petit sujet. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver partout. Donc, on a commencé par les foyers. On veut vraiment d'abord régler le problème pour la population, on va dire. Et ensuite, on verra l'impact que ça prend. Puis, même pour imposer, si on veut s'imposer en tant que marque d'eau, je pense que le fait d'avoir l'habitude de consommer une eau Puriva chez toi, ça fait que demain, si tu passes à la gare et qu'il y a un distributeur Puriva, tu auras tendance à y aller, alors que le contraire, je ne sais pas si ça aurait le même impact. En tout cas, on a envie d'imposer la brand et ensuite d'étendre. Ça fait acte de foi, en gros. Et c'est ce qui nous motive au final avec Vincent, hein. C'est créer une marque, à proprement dit. On dit souvent, je veux une grande entreprise, etc. Mais nous, en tout cas, ce qui nous plaît, nous, c'est de créer une marque, une marque qui se reconnaît une marque d'eau. Exactement, une marque d'eau par la qualité de son produit, par la qualité de son service, etc. C'est vraiment ça qui nous motive. Ok, hyper intéressant. Mais si on repédale un petit peu en arrière, parce que du coup, on est parti. Pas de souci. Mais en gros, donc vous avez cette idée. Enfin, je suppose qu'il y a toute une partie d'itération et tout. Mais c'est un gros sujet, tu vois, grosse mission, en gros. Donc, beaucoup de besoins. Surtout quand tu dois éduquer. Enfin, en fait, c'est vraiment changer
j'allais dire des mentalités, mais ça va au-delà, c'est des modes de consommation. C'est éduquer puis imposer, plutôt insérer un mode de consommation peut-être plus vertueux. Ouais. Mais du coup, first step pour vous, c'est quoi du coup? Comment vous constituez un deck? Enfin, vous allez, parce que je crois que votre début, ça a été de vous dire il faut quand même qu'on ait du cash pour poser une base. Le premier step, c'est de se dire déjà, il faut qu'on travaille le produit. Ouais. Donc le premier step, c'est contacter une cinquantaine d'usines qui, en tout cas, sont experts dans la filtration de l'eau et essayer de trouver avec eux un bon modèle pour avoir quelque chose qui est à la fois simple dans le quotidien et efficace. Okay. Donc, on a essayé de prendre un peu le meilleur des deux mondes entre la carafe filtrante qui est très accessible, très simple d'utilisation et les modèles sous évier qui sont très efficaces en termes de qualité de filtration. Donc, il fallait trouver le bon match entre les deux. Ensuite, on a eu une petite période où il y a eu les premières commercialisations à la rencontre de la population en Martinique. Donc en gros, vous avez fait un POC en gros. C'est ça. Ouais, exactement. On avait un MVP, premier, en gros. Ouais. un des premiers prototypes, un MVP. Vous êtes allé direct sur des marchés, c'est ça? On est allé sur un stand, on a été invité sur un stand. Une fois qu'on a vu que le produit nous plaisait à nous, en fait, on s'est dit, si moi je l'utilise, on le donne à nos proches, notre famille, voisins, d'autres personnes en voudront également. Okay. Et on a commencé comme ça nous a permis également d'avoir énormément de feedback terrain. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, mais de pouvoir parler à quelqu'un, avoir les retours en live, on apprend énormément de ça. Et ensuite, on a un peu dupliqué ce modèle-là en e-commerce. On a un peu développé l'activité. Et une fois qu'on avait un premier retour commercial, parce qu'on a le premier retour produit avec le MVP, ensuite, on a un premier retour commercial. Donc, on a des preuves à la fois produit et à la fois marché. Ensuite, là, on s'est dit effectivement, par rapport à la mission, par rapport à l'impact qu'on veut avoir, il va falloir passer par la case levée de fonds. Pour améliorer tout ça, pour améliorer le produit, le service, la qualité et tous les besoins que ça requiert. Je précise juste, avant la levée de fonds, il y a eu quand même beaucoup de travail. Parce que, pour la petite anecdote, du coup, on n'était que tous les deux avec Vincent. Donc, de la logistique au marketing, à la conception web, au service client, logistique. Tout a été géré du coup à deux. Et c'est aussi ça qui nous a fait nous rendre compte que, en fait, on peut pas tout faire à deux et surtout remplir nos ambitions. En fait, une fois qu'on a une mission aussi large, un produit qui répond effectivement aux besoins, on a senti que la mission nous dépassait entre guillemets. En tout cas, à notre échelle, on avait besoin de plus. Et aujourd'hui, pour faire plus, il faut de l'argent. Et pour vous dire, on a livré les 3000 premiers clients à la main. Ok. Donc, on a eu le temps de se roder à ce sujet-là. Il y a le sujet d'installation aussi. On a fait des installations à domicile. Donc, on a essayé de tout faire un peu from scratch. Ouais. Okay. Et par contre, la levée de fonds s'imposait. Ouais. Mais ça vous a aidé pour la suite. Mais du énormément. coup, faire vous-même, ça vous a forcément aidé pour la suite. Exactement. Mais... Ouais, on s'est emballé des cartons parfaitement. Ça, on sait faire. Ok. Et donc après, vous levez. Du coup, vous dites, OK, il faut qu'on lève, donc vous cherchez. Exact, ouais. Ça a été facile? Non. Clairement, non. Parce que vous êtes l'anti-produit levé, quoi, en gros, sur le papier. C'est ça. C'est ça. En fait, déjà... Au début, en tout cas. On est surtout... Pas forcément les profils. Ouais. Parce que, bon, malgré tout, on vient de Martinique. Moi, j'ai fait une école de commerce, mais c'est pas une école de commerce parisienne. Je suis pas dans la sphère start-up parisienne. Ouais. Donc, il y a effectivement déjà cet éloignement, le fait déjà d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, les VC, les business angels, etc., etc. On n'est pas formé à ça, en fait. Avant d'y arriver, avant de mettre le pied dedans, t'es pas formé. Et effectivement, tu as ce travail-là à faire de formation. Et après, il y a aussi, il faut y aller, quoi. C'est ce qu'on raconte. Typiquement, Jean-Pierre Nadir, l'un de nos investisseurs, on a eu un oui, entre guillemets, sur 300 messages LinkedIn. Donc, il faut y aller. Il faut bien faire le message. C'est uniquement dans
dans la petite section ajouter une note quand on voit l'invitation sur LinkedIn. Donc il faut être sharp, il faut choisir les bons mots. T'as peu de caractère pour convaincre. Ouais, c'est ça. Mais ça suffit pour le coup. Alors il y a pas que ça évidemment, mais ça nous a permis en tout cas d'avoir un début de conversation avec un investisseur, un entrepreneur qui est quand même reconnu. Donc il y a eu aussi ça, cette période là où on a dû essayer de rentrer un peu dans les codes, essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc. Ouais. De toute façon, je pense que déjà, dans une levée de fonds, il y a la partie préparation. Et si tu passes à côté, ça sert à rien. Tu vas galérer beaucoup trop longtemps à essayer et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte, il manque ci, il manque ça. Donc, au tout début, on s'est dit, OK, il faut tous les assets créés. Donc, tout ce qui est deck, data room, le pitch, etc. Bien s'entraîner à ce niveau-là, bien préparer, roder son business déjà de base. Parce qu'avant d'être une levée de fonds, c'est d'abord un business que tu prépares. Et en fait, je trouve que la levée de fonds a été un très bon exercice à ça. Parce que ça t'oblige, en fait, à revoir vraiment les fondations de tout, à préparer tous les assets. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a décidé de passer à l'abonnement exclusivement. Donc c'est bien la preuve que c'est dans ces types de moments-là où on a pris 2-3 mois où l'activité, on avait carrément arrêté l'activité, où on a pris le temps de réfléchir, de se dire ok, c'est quoi les meilleurs changements, les meilleurs moves pour Puriva sur encore une fois vision 25 ans. Parce que on est obligé en tant que cofondateur, en tout cas, on est obligé de le faire, et surtout pour la levée de fonds. C'est venu de l'utilisation, sinon c'est le fait d'avoir fait les 3000 premiers, d'avoir vu comment les gens l'utilisaient dans le quotidien. Mais aussi, je suppose. Mais au début, tu sais, il y a ce truc où t'as pas forcément envie d'être tranché. Tu vas proposer de l'abonnement, mais aussi de l'achat unique. Et en fait, on se rendait compte que déjà en termes d'utilisation, il fallait que ça soit de l'abonnement, parce que sinon, soit tu as une eau filtrée et tu changes ta cartouche, soit sinon tu continues avec une eau non filtrée. Parce que l'entre-deux, il est pas bon. Et d'ailleurs, on le voit sur les carafes filtrantes. Et en même temps, c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire. Et aussi, ce qui a eu, nous, comme sujet, c'était un abonnement. Mais OK, est-ce qu'on le fait tous les mois, tous les trimestres, annuels? Et donc, il y a cette réflexion-là aussi à avoir. Et il fallait trouver le sweet spot entre ce qui permet de rentrer dans les units économiques, dans les KPI de la boîte, et en même temps, qui sert parfaitement le client. Il fallait trouver un juste équilibre qui vous permette de remplir toutes les cases qu'il fallait remplir. Exact. Ok. Ouais, mais il y a un truc qui me marque là et qui me vient à l'esprit, donc je vais le citer, mais en fait, il faut une maturité business pour prendre des décisions comme ça, je trouve. Parce que d'ailleurs, je crois que c'est un épisode justement avec Oussama, un épisode de Sans Permission, où ils reçoivent un gars dont je connaissais pas trop le business, mais que j'aime bien, qui s'appelle Solveo. En gros, le mec, son taf, c'est d'aider des dirigeants dans la prise de décision. Et moi, c'est un angle que je travaille, forcément, mais c'est pas l'aspect de ce qu'on fait chez Hypergrowth, mais c'est un angle qu'on travaille. Et pour le coup, justement, ce qui fait la diff entre des gens qui vont très vite à un instant T, tu vois, dans l'exécution, c'est la rapidité, forcément, et la qualité de la prise de décision. Et tu vois, même si elle est mauvaise, en fait, c'est prendre une décision vite. Et tu vois, là, comme tu disais, des fois, t'es tranché. Et quand t'es tranché, à un moment, des fois, justement, tu veux pas trancher, pardon. Il faut trancher. Même si tu te plantes, tu vois, il faut trancher pour te dire. C'est nécessaire, surtout au début de vie d'une boîte. Et ça permet d'avoir beaucoup plus d'agilité, d'aller plus vite. Nous, on s'est pris quand on a parlé du système par abonnement, que ce soit aux investisseurs ou même aux média buyers, tout le monde nous conseillait de faire autrement et de laisser la porte ouverte à de l'achat unique. Donc, il fallait à chaque fois combattre ça et imposer la vision, en fait. Et donc, nous, on préfère avoir 10 000 abonnés fidèles qui ont choisi l'eau Puriva, et au fur et à mesure, les gens finiront par comprendre avec le marché qui évolue qu'en fait, on a besoin de filtrer son eau du robinet. On préfère ça que d'avoir 100 000 clients qui sont là aujourd'hui et qui demain sont plus là. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un choix tranché, mais je pense que c'est nécessaire de faire des choix audacieux comme ça, surtout au début. Ouais, il faut carrément. Mais c'est ce qui fait la diff de toute façon. Plus vous faites un choix vite, plus la boîte va vite, on va dire aussi. Logique. Dans un sens ou dans l'autre, hein, mais parce que si tu fais ton choix rapidement, si tu te plantes, tu te plantes vite, tu vois aussi. Et donc du coup, tu peux vite redresser la barre et passer à autre chose. Mais ok. Et donc du coup, vous levez avec Tudigo, je crois. C'est ça. Et Jean-Pierre Nadir, le fond à l'intérieur. Yes. Et trop bien. Ça apporte concrètement quoi? À part du cash, évidemment. Déjà du cash, oui, mais
En dehors de ça, ça vous sert à quoi en fait? Alors, il y a la notion, malgré tout, de responsabilité. Parce que forcément, quand tu reçois de l'argent alors d'inconnus, parce que pour le coup, Tudigo, c'est justement des particuliers qui s'intéressent au projet et qui décident d'investir, je crois que c'est à partir de 1 000 euros. Donc forcément, là aussi, tu as une certaine responsabilité. Tu sens bien que la mission est portée par un certain nombre de personnes. Donc forcément, au quotidien, ça te motive. Ça te motive. Tu as réalisé une levée de fonds, tu as certes, comme tu as dit, la partie financière, mais tu as aussi en fait, la confirmation que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de proposer, a un intérêt, répond à une problématique que les gens comprennent, etc. etc. Donc, pour moi, la première chose, c'est la responsabilité. Ouais, clairement. Puis il y a aussi pour nous, c'était aussi un positionnement stratégique si on parle du monde des startups. Ouais. Concrètement, c'est compliqué pour une jeune boîte d'avoir des financements autrement que par la levée de fonds. Ouais. Les banques, on est trop early, on est beaucoup trop tôt pour aller chercher des financements, en tout cas conséquents, auprès de la banque. Au final, tu te retrouves rapidement bloqué quand tu as des besoins, en tout cas conséquents. Et donc, forcément, la levée de fonds est indispensable, entre guillemets. En tout cas, pour ce genre de projet-là. C'est pas le cas tout le temps. Et ensuite, ça nous positionne aussi pour après. Parce que tu rentres dans un cycle où tu as la possibilité de financer ta croissance future, tes développements produits. Nous, on tient à continuer à toujours innover sur le produit. Ça demande des gros financements. On n'est pas sur de la tech. Même si ça demande des développeurs également, mais on a ce gros besoin en recherche et développement pour continuer à innover, et ça demande des fonds conséquents. Ouais, c'est aussi parce que vous avez une vision qui est low pureva. Donc tu vois, il y a le process, les procédés, parce que votre vision elle est dans le hardware au final. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ok. Et puis on avait il y avait aussi cette notion d'ambition parce que en fait, la levée de fonds forcément te met dans un projet d'une certaine grandeur parce que tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin parce que c'est sûr qu'à s'autofinancer, alors c'est possible. Par contre, c'est sûr que tu vas pas aller aussi vite qu'une autre boîte qui essaie de faire la même chose avec 10 millions sur le compte en banque. Forcément, ils vont aller beaucoup plus vite que toi, tu vois. Donc, il y avait aussi ça, essayer de se mettre au niveau, entre guillemets, des startups et profiter de cet écosystème qui malgré tout, est bien présent en France et à Paris. Donc, on a voulu s'intégrer. On a réussi pour l'instant, mais il y a encore d'autres choses à aller chercher. Ouais. Je pense qu'il faut construire sa boîte pour qu'elle puisse tourner en bootstrap, qu'elle puisse être autofinancée, mais que derrière, c'est bien d'aller chercher des levées de fonds pour accélérer ta croissance. Donc, au lieu de faire ce que tu aurais fait en 5 ans, tu le fais en 1 an parce que tu as levé des fonds. Ouais, carrément. En fait, la réflexion stratégique en bootstrap, mais faire du financement, enfin avoir recours à du financement à des moments. C'est une question de vitesse au final. Parce qu'à la base, nous, on est comme ça. D'ailleurs, c'est ce que Vincent disait tout à l'heure. On a fait les 3000 premiers clients à 2, en bootstrapant forcément. On a dû investir quelques milliers d'euros au début, mais forcément, du coup, on a dans notre façon de travailler, dans notre structure et dans notre organisation, forcément, on était obligé de bootstrapper. Ouais, complètement. C'est la base. Mais de toute façon, c'est encore la logique que vous avez. Oui, et ça devrait être. Nous, on n'a jamais voulu être de base, se dire on construit une start-up, on s'est dit on construit une société, une entreprise. Et par contre, c'est vrai que l'angle start-up permet une hyper-croissance que tu n'as pas forcément dans les modèles traditionnels. Ouais, complètement. Mais du coup, cette levée, là, c'était quand on va mettre une timeline parce qu'on dirait qu'on en parle, c'était il y a 5 ans, mais c'est hyper récent, c'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an, c'est ça. Ouais. Okay, on a débuté, la levée en l'été dernier, 2023, et du coup, elle s'est terminée en octobre. Ouais, octobre-novembre 2023 de l'année dernière. Donc pile 1 an. Ok. Pile 1 an, exact. C'est ça. Et là, vous êtes donc vous levez, vous récupérez, de toute façon, peu importe, mais globalement, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où, vous avez levé, vous avez déjà le site, vous avez lancé, vous avez les produits, non, pas encore. Non. Vous êtes toujours en amélioration produit là. On en avait, en fait, on a toujours, du coup forcément, vu qu'on avait 3000 clients avant, mais en fait on s'est dit, pareil, on a de l'ambition. Forcément, le logo qu'on a fait dans notre appartement à 2 sur Canva, on peut plus l'utiliser, tu vois. Donc il y a eu aussi ce
ce travail de rebranding, de mise à jour, refaire un peu les fondations de la boîte pour qu'elle soit un peu plus présentable, on va dire. Amélioration de produits, on est passé d'un produit en plastique dur à un produit en acier inoxydable, choix des matériaux qui sont de meilleure qualité dans la cartouche, un charbon actif de meilleure qualité, etc. etc. Donc il y a eu tout ce travail-là qui nous permettent là aujourd'hui d'avoir un produit qui est de qualité, qui nous permet d'aller à un certain niveau. On l'a pas encore atteint, mais on va réussir. Et du coup, dans l'idéal, dans les prochains mois, dans les prochaines années, refaire un peu ce process-là, aller chercher un produit d'encore meilleure qualité, peut-être lever des fonds, enfin en levant des fonds, pour aller encore chercher beaucoup plus de monde, soit en France, soit à l'étranger, à l'international. Ouais. Mais en vrai, ça va un peu dans le sens de ce que vous m'avez dit en off tout à l'heure. Vous m'avez dit, je crois que c'est toi, Vincent, qui m'a dit, je sais plus, mais un fondateur qui est fier de son produit, c'est qu'il a un problème, parce qu'il faut peut-être, je sais plus qui me l'avait dit. Ouais. Globalement, je suis assez d'accord, parce que même si tu sais que tu as un très bon produit, si tu en es 100% fier, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. Mais je pense déjà qu'en tant que fondateur, si tu es fier du produit, parfaitement fier du produit que tu vends à l'instant T, c'est déjà qu'il n'y a pas de vision. Ouais. C'est que tu n'as pas la vision d'améliorer le produit, d'ajouter ceci, cela. Et nous, forcément, quand on sort un produit, ça fait déjà quelques mois que dans notre tête, il est complètement fini et qu'on pense déjà à, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux après et qu'est-ce que ça implique en termes de développement, de coûts, etc. Et je pense que c'est un cycle qui s'arrête jamais finalement. Ouais, complètement. Mais c'est, de toute façon, toutes les boîtes fonctionnent comme ça. Genre, Apple, ils sont déjà à leur iPhone 25, tu vois. Enfin, c'est ça. J'exagère, mais ils savent. Bien sûr. C'est la vision qu'ils portent, quoi. Ouais. OK. Et du coup, parce que du coup, je vais revenir sur ma timeline, j'y tiens. Vous lancez officiellement le site quand? En fait, je veux la timeline parce que je me dis c'est intéressant, ça va me permettre de positionner des chiffres à côté. Oui. Moi, je suis assez impressionné sur ce point-là, donc je trouve ça intéressant. Donc en gros, vous sortez... Été du coup 2023, on lance la levée, on finalise la levée en novembre, donc on réceptionne les fonds en novembre. On profite de ce temps-là, nous, pour revoir un peu tous les axes de la boîte et notamment le développement produit. C'est ce qui nous prend le plus de temps et ce qui fait que pendant qu'on met en place les équipes et les opérations, qu'on revoit le branding, ce genre de choses. Parce que là, vous êtes entouré à ce moment-là? Vous avez commencé à vous entourer? Ouais, on s'est entouré directement. En fait, et on n'en a pas parlé d'ailleurs, la levée de fonds, c'était aussi ça, pouvoir s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous sur pas mal de sujets. Donc surtout le produit, parce qu'on n'est pas ingénieur de base. Donc on a eu besoin de faire ce travail, les allers-retours avec justement notre designer industriel et notre usine pour pouvoir améliorer le produit et avoir effectivement une production assez suffisante. Ouais. C'est pour ça qu'on a mis en pause l'activité pendant la levée de fonds, parce que par exemple on en a profité pour faire tous les interviews de job, quoi. C'est-à-dire pour trouver les meilleurs prestats à chaque poste, on a profité de ce moment-là et à chaque poste, quand on cherchait les meilleurs talents à chaque fois. Et ensuite, par contre, à partir du moment où on a eu les fonds, on savait déjà qui on allait prendre, dans quel timing, etc. Donc du coup, là, novembre, la levée de fonds, on réceptionne les fonds. Avril, là, on commence la commercialisation. Donc on a pris 4 mois grosso modo de préparation. Donc rapidement, on trouve Product Market Fit. En 1 mois et demi de commercialisation, on le trouve. Et là, on est du coup 6 mois plus tard. Et premier mois, du coup, vous faites combien au lancement? Parce que vous avez du ad déjà. Est-ce que vous avez déjà de l'acquisition avec du ad? Est-ce qu'au début, c'est 100% organique? Pareil, on est parti sur de la précommande au tout début. Donc, on était à pas grand-chose, 38 000 euros d'ARR à ce moment-là. Sur le premier mois? Sur le premier mois. Pas mal. C'est pas mal. En fait, on a profité un peu. C'est correct. Ouais, on a profité de l'exposition qu'on a eu pendant la levée de fonds sur LinkedIn, etc., sur les investisseurs, pour pouvoir engranger un petit peu de vente à ce moment-là. Donc 38 le premier. 38 le premier. Donc ça, c'est avril. Et aujourd'hui, on tourne à 1,2 million de ARR. 6 mois plus tard. C'est ça. 6 mois plus tard, ça représente à peu près 5000 abonnés, du coup. 5200, pardon. 5200. Ce qui est pas mal parce que en fait on a un peu repris le business depuis, parce que comme on a changé de business model, on a changé de produit, donc on a un peu repris à zéro entre guillemets, même si on avait un historique. Donc du coup de avril à novembre, on a 5000 abonnés. C'est ça. C'est pas mal. 5000 fois équipés.
C'est ça. Ok. C'est aussi ça, ouais. Ok. Et entre-temps, du coup, je suppose qu'il y a eu plusieurs phases, parce que quand tu fais 38 DRR et quand tu fais 1,2 million, en fait, moi j'adore ces histoires d'hypercroissance parce que, en vrai, souvent, et moi j'ai beaucoup de clients avec qui je bosse qui atteignent, tu vois, ce niveau de croissance sur 1 an et demi. Le faire en 6 mois, ça oblige une capacité d'exécution assez folle, tu vois. Ouais. Il y a un certain nombre de choses à faire en place. Il y a plein d'erreurs qui se font, logique, tu vois, donc il faut réagir assez vite. Et en gros, c'est quoi, du coup, votre retour là-dessus? Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui a été pas bien fait, selon vous, ou qui aurait pu être mieux fait? Et qui, en gros, du coup, est en train d'être bossé? Ouais, bah, déjà, forcément, on doit se dédoubler. Ouais. Parce que finalement, les moyens sont quand même limités par rapport à la vitesse à laquelle on va. Ouais. Et j'ai tendance à dire que la croissance crée un peu le chaos. C'est que tant que t'es pas dedans, tu vois pas tout ce qui peut se passer, en fait. Comme par exemple, forcément, quand tu as 10 clients qui font un onboarding et qui doivent installer un produit, bon, tu vois 10 types de robinets différents, ça va. Par contre, quand tu arrives à 5000 clients et tu prends 1000 clients en un seul mois, forcément, tu vois plein de cas de figure que tu n'avais pas vu avant. Donc, ça nécessite de créer plein de process pour des choses que tu n'avais pas prévues. Et en fait, finalement, c'est tous les points de la boîte qui sont impactés. Donc, même si on a toujours voulu, mais d'ailleurs dans le recrutement c'est comme ça qu'on a fonctionné, on a toujours, et puis aussi on a une certaine ambition avec le maximum d'humilité qui est possible, donc on n'est pas surpris par les chiffres, on sait ce que Pureva peut réaliser en vrai, par sa mission, par son produit, etc. Donc pas de surprise, mais par contre oui, du coup ça nous a permis de tout de suite créer l'équipe qu'il faut pour aller plus loin. Ouais. C'est aussi ça, c'est anticiper un maximum. Alors oui, on peut dire que ouais, c'est un peu ambitieux, mais en même temps, quand tu arrives à un certain niveau de croissance, au moins tu es sûr que tu as l'équipe qu'il faut autour de toi pour accélérer, pour continuer d'accélérer. Mais pour tout te dire, on a même dû contenir la croissance pour que ça puisse fitter dans les process actuels, parce qu'on a dû changer tellement un moment. Ça continue un peu. C'est encore le cas. C'est surtout maintenant que vous contenez même plus. Ouais, carrément. Dernièrement. En fait, on s'est rendu compte toutes les 2 semaines que la boîte changeait énormément. Ouais, toutes déjà, les 2 semaines. Mais moi, la boîte que j'ai connue depuis octobre et celle d'aujourd'hui, c'est pas la même. Je trouve. Tu vois. C'est pas la même juste dans les discussions. Tu vois, dans les discussions, dans les sujets que vous avez, même s'il y a des sujets évidemment similaires, parce que. Moi, du coup, l'expérience que j'ai avec vous, c'est que quand je suis arrivé, il y a eu un sujet critique qui est un sujet qui va prendre du temps à se régler, donc pas de sujet. Au final, c'est un long sujet, mais il y a plein de mini-sujets, au final, qui n'existaient pas, en fait. C'est ça. Et qui sont arrivés un peu sur la table en mode, il y a ça, il se passe quoi, tu vois. Et en fait, il y a un truc qui est dans l'hyper-croissance. Moi, j'ai tendance à dire, mais je pense que vous l'avez déjà dit aussi, mais j'ai tendance à dire que l'hyper-croissance, ça se prépare. Et vous, je pense que vous l'avez préparé, forcément, parce que vous avez pris du temps. Tu vois, je vous disais tout à l'heure, on a retravaillé le produit, etc. Donc, finalement, c'est bien, vous êtes structuré, vous avez choisi les bons prestats et tout, ok. Mais d'une certaine façon, on prépare jamais ce qu'on connaît pas. C'est un peu ce que tu dis, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, t'as un peu ce truc où, forcément, il y a eu des trucs, tu vois, où ça crache, et d'autres trucs où, au contraire, ça marche méga bien. La plupart du temps, c'est tu exécutes un peu la vision que t'as. Ouais. Et c'est ce que tu fais. Mais dans tout ça, il faut savoir être flexible parce qu'il y a plein d'imprévus, plein de choses que tu n'avais pas vu venir. Et dans tout ça, il faut savoir c'est réagir. exactement le job du cofondateur, en fait. Tu places du monde, effectivement, sur les sujets qui sont, on va dire, anticipables, répétitifs, etc. Et par contre, quand il se passe un truc pas prévu, c'est toi qui prends. Toi, tu prends tous les jobs que les autres ne peuvent pas prendre jusqu'à ce que tu puisses placer des gens qui... C'est exactement ça. C'est un peu ça. Et le bouche-trou critique, parce que t'es là. C'est un peu pompier en même temps. T'éteins le feu partout, il y en a. Et tu décides pas de quand c'est. T'es dans le présent, quoi. T'es beaucoup exactement, dans le présent. Ok. Ouais, donc là, c'est les sujets critiques. Et du coup, c'est quoi pour vous le truc que vous avez le mieux fait, en vrai, là, sur les 6 mois? Je pense que c'est tout ce qu'on a anticipé avant. Ah ouais, donc c'est vraiment l'anticipation. Oui, parce que par exemple, c'est tout bête, mais on n'aurait pas pris le temps de retravailler le produit. Ouais. On se retrouve avec un produit plastique dur. Au bout de 6 mois, il peut y avoir des casses, des fuites. Et sur 20 clients, 100 clients, ça va. Sur 5000 clients, ça commence à poser problème. Donc, si c'est pas quelque chose que tu fais en amont, c'est très problématique. Par exemple, on a aussi placé des prestataires qu'on n'avait pas forcément vraiment besoin au moment, mais on savait que le besoin allait arriver vite parce qu'on avait un peu anticipé cette courbe de croissance et se dire, en fait, si on a besoin de lui dans 2 mois, il faut déjà qu'il soit là. Parce que le temps qu'il prenne ses marques, qu'il crée les process, etc.
Et ça, c'était un vrai sujet. Et je pense que c'est surtout pendant cette période-là. Et après, c'est réagir notamment aux besoins de fonds de roulement, réagir aux ruptures de stock, réagir à l'engouement en fait qui se crée derrière, et aussi faire des choix parce que tu peux pas tout déployer en même temps. Donc nous, la vision qu'on a, on essaye de voir ok, c'est quoi les priorités, c'est quoi les urgences, et on doit un peu monitorer avec tout ça, quoi. Ce qui est marrant, c'est que vous avez un business model censé être prédictif. Oui. Mais pas prédictif. Mais votre croissance, pas dans cette croissance-là. Ouais, voilà, ça. Votre croissance le rend imprédictif. Ouais, c'est ça. Le côté récurrent est prédictible, et là c'est très bien, ça apporte beaucoup de stabilité. Mais la croissance de nouveaux utilisateurs, ça non. Est-ce que vous pensez pas que cette croissance, que vous avez cette croissance parce que vous avez un funnel principal d'acquisition? Est-ce que pour vous, ça n'a pas fait que vous craquez complètement le système? Totalement. Oui. En fait, c'est ce qu'on a dit, et c'est les choix qu'on a fait aussi. On s'est dit, parce que des propositions pour mettre nos produits dans le retail, on en reçoit. On a pour l'instant toujours répondu non, parce qu'on avait ce besoin en fait de maîtriser l'ensemble du funnel. D'une part pour le client, c'est-à-dire on a parlé des abonnements, donc cette personnalisation effectivement du funnel. On s'adresse pas de la même façon à un Martiniquais qu'on s'adresse à un Breton. Déjà dans le message marketing, mais aussi dans la composition du foyer. Tu parles pas à la même façon à quelqu'un qui est tout seul dans son foyer et une maman qui a 5 enfants à gérer. Ouais, donc il y a vraiment ce besoin de personnaliser l'expérience en fait client. Donc ça fait partie des choses importantes à mettre en place. Ok. Ouais, parce que en fait, en termes d'acquisition, c'est linéaire, parce que vous êtes sur une acquisition qui est... En fait, il y a un truc qui m'a hyper surpris, c'est quand nous, on s'est parlé au tout début, vous m'avez dit... Enfin, on discutait de la croissance, vous aviez déjà une belle croissance, mais au final, le mois où on a commencé à bosser ensemble, c'est votre meilleur mois. Oui. Tu vois, et c'est pas parce qu'on a bossé ensemble, parce que évidemment, mais plus, moi, je me suis... En fait, c'est marrant parce que vous m'avez dit non, mais ce mois-ci, on va faire ça. Et effectivement, ce mois-ci-là, vous avez fait plus au final même que ce que vous m'aviez dit. Et moi, en vrai, ça m'a surpris parce que je me suis dit, ok, la croissance, enfin, déjà, quand on discutait, je trouvais votre croissance ouf, tu vois, assez impressionnante. Et en fait, en y réfléchissant, et en plus, moi, c'est un truc que je soutiens beaucoup, mais tu sais, t'as beaucoup de boîtes qui ont tendance au tout début à vouloir rentrer par plein de points de contact différents, plein de typologies d'acquisition différentes, en mode, ils vont mettre à fond dans du personal branding, tout ça parallèle, du ad à BAL, etc. Alors que vous avez eu, on va dire, de multiples points de contact dans le temps, mais au moment où vous avez lancé, vous avez dit, bon, ad à fond, en gros, media buying à fond, et c'est ce qui fait que vous avez ce... Enfin, je crois. Non, mais c'est super important, je pense, d'être très focus. Ouais. Le plafond de verre, il est encore loin, d'ailleurs. Ouais. Donc, on compte rester encore très focus là-dessus. Ouais. Même si c'est vrai que de temps en temps, il faut aussi penser à d'autres canaux, ouvrir un petit peu, tester d'autres choses. Mais je pense que le temps de maîtriser déjà un canal parfaitement, je pense qu'on a beaucoup de choses encore qu'on aimerait mettre en place. Ouais. Et ouais, c'est super important de focus comme ça. Et puis changer de canal, c'est pas si simple que ça. On a l'impression. Peut-être tu peux réutiliser certains de tes créas effectivement sur différents réseaux sociaux, mais pour aller vendre dans un rayon de supermarché, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc il y a aussi ce travail. Pendant 6 mois, on travaille sur effectivement un canal de communication, mais au moins on devient très très bon dans ce canal-là qui a une limite, mais dont on est loin d'arriver. Donc pour l'instant, on continue comme ça. Ouais, mais en vrai, c'est hyper intéressant parce que ce qui fait en fait, craquer l'acquisition, c'est devenir viral. Peu importe, tu vois, que ce soit un B2B ou un B2C. Bien sûr. Peu importe la composition de ton funnel, l'objectif, c'est que tu deviennes viral, que ce soit par du mailing ou ce que tu veux. Au final, c'est de devenir viral. Et vous, en fait, c'est marrant parce que moi, en tout cas, la manière dont je l'analyse, c'est que comme votre vision, elle est bien plus loin, du coup, ces steps de 1 million d'ARR, etc., c'est un milestone, c'est cool, tu vois, mais c'est juste cool, tu vois. Et donc, du coup, ce qui fait que vous êtes plus dans le comment que dans le où, tu vois, au final. Parce que le où, c'est vraiment un truc long terme, et c'est comment on va à ce milestone-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et c'est ce qui fait, je pense, grave votre force aujourd'hui. De toute façon, il y a aussi le fait que tout fonctionne, tout peut fonctionner en soi. Bien sûr. Il y a plein de marques qui sont sur d'autres canaux d'acquisition qui font que cela, et ils fonctionnent très bien.
Du coup, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge de progression et vaut mieux rester focus sur sa verticale et la maîtriser parfaitement jusqu'à atteindre un cap où tu as besoin de diversifier. Ouais, complètement. Et puis, ça rajoute également beaucoup de complexité, on va dire, opérationnelle à essayer de gérer les différents canaux. Ça rajoute des ressources humaines, du temps, de l'énergie que tu pourrais allouer à être encore meilleur dans ton domaine, quoi. Ouais, complètement. En plus, le media buying, c'est bien choisi parce que d'une certaine façon, ça vous rend vraiment viral, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est un modèle d'acquisition qui vous permet de créer de la viralité communautaire. En gros, ça vous rend beaucoup plus visible auprès de beaucoup plus de monde. Ouais. Donc, c'est aussi un truc où, à la fin, tu sais que du coup, t'es fort. Tu vois, t'es puissant, t'as une marque forte, en fait. Ça qui est... Enfin, d'une certaine façon, c'est bien choisi parce que ça vous sert à long terme. Oui, c'est sûr. Mais c'est comme le fait de... Il y a beaucoup de boîtes qui vite partent à l'international. Ouais. Et en même temps, il faut aussi bien bâtir le premier marché dans lequel tu es. Ouais, donc, c'est les mêmes enjeux. Au début, il faut être focus jusqu'à créer tous les process qui font que tu peux scaler après ailleurs, quoi. Ouais, complètement. Moi, j'ai un client en particulier. Ça fait 3 fois que j'en parle, il faut que j'arrête parce qu'elle va se dire, putain, lui, il me cible. Mais bon, juste j'en parle parce qu'en plus, je peux ne pas hésiter, donc ça va, tu vois. Mais en gros, la boîte a été montée full B2B. Franchement, le produit est hyper stylé. Okay. La boîte a été montée full B2B et en fait, elle est distribuée du coup, en gros, elle a des distributeurs et elle, son produit, tu vois, elle le vend au distributeur qui lui le vend du coup, au consommateur final. En vrai, un peu comme vous, si vous bossez avec, je sais pas, les Galeries Lafayette ou autre exemple. Et en fait, le truc, c'est que du coup, toute l'éducation qu'elle fait et toute l'expérience qu'elle essaye de créer du produit, elle peut pas la maîtriser. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, parce que du coup, c'est pas elle qui délivre le produit. Et ce qui fait qu'elle bloque, son chiffre d'affaires bloque à une step, tu vois, qui est autour des 5 millions. Et en fait, elle est bloquée. Elle peut pas aller plus loin parce que maintenant, elle a toute une marque à reconstruire dans le cœur des gens, tu vois. Et ça, c'est le plus dur, je pense. Non, être direct to consumer, c'est bien parce que tu as le retour brut du marché. Ouais. Après, ça fait beaucoup de flux à gérer, mais du coup, toi, tu peux directement tester des choses et tu sais ce qui marche pas. Ouais. Et je pense que arriver à un stade où tu arrives à déléguer ça, par exemple, à un revendeur, il faut vraiment avoir quelques années, je pense, derrière soi, et puis... pour pouvoir leur dire, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne et voici nos process. Exactement. Et d'ici là... et une marque qui est reconnue, en fait, parce que surtout quand tu crées ta marque, si elle est vendue par d'autres personnes, c'est difficile de faire passer les bons messages. Ouais. Et effectivement, le fait qu'on ait cette proximité-là, c'est plus facile, comme a dit Vincent, surtout pour améliorer, en fait. Tu sais exactement ce qu'il faut... améliorer sur ton produit ou ton service. Complètement. De toute façon, tu es obligé de maîtriser ta marque. C'est un peu comme le sujet qu'on a ensemble, plutôt sur la structure, tu vois, des prestats et de l'équipe et tout. D'une certaine façon, il y a un moment où tu es obligé d'imposer une méthodologie, tu vois, une approche, des datas spécifiques sur lesquelles tu les mesures, etc. Parce que sinon, ça part... tu peux pas mesurer la perf et en fait, en fonction de... Et c'est pareil avec tes distributeurs. En fait, dans un modèle comme celui dont de la boîte dont je parlais, en fait, elle n'arrive pas à mesurer la perte de ses distributeurs parce qu'eux ne sont pas incentivés sur les trucs concrets, tu vois, aussi, vu qu'il n'y a pas de process. Enfin bref, c'est tout le sujet. Mais ouais. Mais c'est un peu les gros avantages du e-commerce, en fait. C'est déjà la data, t'en as parlé à l'instant. La data et le fait qu'on puisse justement travailler cette data pour aller beaucoup plus loin, je parlais de personnalisation tout à l'heure, pour aller un peu plus loin sur la personnalisation, pour affiner à chaque fois l'expérience client. Et ça, c'est vraiment dans un monde où on a de plus en plus de data, de plus en plus d'informations, on passe de plus en plus de temps sur nos écrans. Forcément, ça finit par nous donner un gros avantage. Et puis, tu finis par aller beaucoup plus vite. Parce que typiquement, t'as tellement les retours marché rapidement, tu sors un coloris d'un nouveau produit, tu sais s'il marche ou s'il plaît ou il plaît pas. Tu peux l'abandonner vite aussi. Voilà. Ou au contraire pousser. Tu peux itérer vite, prendre des décisions rapidement et au début d'une boîte, la rapidité c'est super important. Pas qu'au début, mais je suis hyper d'accord avec toi. En fait, c'est juste qu'à partir du moment où tu n'arrives plus à l'être, tu vois, je pense. C'est ça. Tu vois, mais plus longtemps tu l'es, plus tu gagnes en vrai. Mais c'est vrai que la rapidité, c'est un point, en fait, c'est une flexibilité que je pense que tu n'arrives plus à avoir à partir d'une certaine structure de boîte. Ouais. Tant que tu as la chance de pouvoir l'avoir, il faut vraiment essayer de la garder le plus longtemps possible. Ouais. Et après, forcément, quand tu es un gros paquebot, commencer à déplacer, ça devient difficile. Et c'est d'ailleurs ce qui est valorisé, on parlait de levée de fonds tout à l'heure, c'est ce qui est valorisé par les fonds, par les business angels. Ouais. C'est ta capacité à croître rapidement et surtout à continuer de croître. C'est pas juste une période...
Parce que forcément, quand tu pars de 0, c'est facile de croître, d'aller de 0 à 10, mais pour aller de 10 à 100, c'est autre chose. C'est toujours des challenges différents et à chaque fois, il faut savoir casser les plafonds de verre. En vrai, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais sur les fonds, etc. Ouais. Pour la suite de Pureva, parce que c'est ce qui est intéressant. On disait tout à l'heure que vous maîtrisez un peu la croissance de Pureva. Pourquoi? Et du coup, dans quel but au final? C'est notamment besoin on va dire en fonds de roulement. Comme tous les business e-commerce finalement, c'est que tu crois beaucoup plus vite que les capacités financières que tu as actuellement. Et donc, à force de faire des avances comme ça, il y a un moment où tu peux pas croître à la vitesse que tu pourrais croître, on va dire. Et donc, forcément, il faut faire venir du capital extérieur. Et pour ça, la levée de fonds, je pense qu'il n'y a pas un meilleur levier. Et il y a l'enjeu en fait, production, typiquement. Le temps de production, le temps de livraison, etc. Ça, c'est à prendre en compte en fait dans la croissance. Et pour éviter au maximum les ruptures de stock, les livraisons qui prennent beaucoup plus de temps que prévu, etc. Donc il y a tous ces enjeux-là qui font qu'à un moment donné, si t'as pas justement une levée de fonds ou quoi qui vienne soutenir au fur et à mesure l'accroissement, certes de ton CA, mais surtout de la structure de ta boîte, à un moment donné, ça va bloquer et tu vas te retrouver. D'autant plus pour nous, avec les abonnements, on doit effectivement livrer les clients au fur et à mesure, tous les trimestres, des cartouches. On a besoin effectivement de faire ce suivi, d'avoir une structure suffisante pour accueillir 5000 abonnés. Parce que si tu veux, Pureva n'a pas besoin de lever des fonds. On pourrait fonctionner comme ça, mais si on veut continuer à croître à la vitesse à laquelle on croît et encore plus vite, il va falloir un capital extérieur. Et pareil, si on veut ne pas délaisser, par exemple, la R&D au profit de la croissance, il faut qu'on puisse allouer des budgets à se dire, OK, on continue à croître, mais derrière, on continue à investir aussi en R&D, à améliorer le produit. Enfin, voilà, on peut un peu tenir de front tous ces projets-là en même temps parce qu'on a un capital extérieur. Ouais, complètement. C'est comme Amazon qui développe des énormes entrepôts logistiques, des énormes systèmes logistiques, des lignes de transport en avion, etc. C'est des trucs, si tu n'as pas un capital extérieur, tu vas pas pouvoir le faire. Ouais, de toute façon, de toute façon, c'est un peu votre façon de penser, puisque moi, quand vous m'avez recruté, en tout cas quand on a commencé à bosser ensemble, vous m'avez dit, en gros, ton taf, c'est de faire en sorte que la boîte, elle soit tout le temps à flot, peu importe la levée. C'est ça. Et si jamais et que la levée vienne juste nous accélérer. En vrai, gros enjeu, parce que comme je disais tout à l'heure, le point chez vous, c'est que vous avez un modèle prédictif qui n'est pas prédictif au vu de votre croissance. C'est vrai. Et la contenir, ça fait aussi le fait que le jour où ça lâche, tu vois, le jour où en gros, on dit OK, enfin vous dites vas-y, go, on rouvre toutes les ads à fond, etc. Oh. Il y a intérêt à ce qu'on soit préparé en fait. Ouais, c'est exactement ça. En gros là, vous avez des mois en gros de structuration de préparation. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on bosse ensemble à ce moment-là. Mais du coup, effectivement, il y a ce truc où en appuyant sur on, à voir comment la structure va tenir. Mais ce que je veux dire, c'est que la levée de fonds, en fait, c'est ce qu'elle va vous permettre de faire. C'est vous permettre de dire, OK, on a backé tout le système et la levée de fonds va venir backer tout le financement, en gros, pour activer le système, en gros. C'est ça. Il faut voir notre boîte, ou en tout cas l'évolution de notre boîte par palier, limite. D'ailleurs, notre objectif de l'année, c'était 2500 abonnés. On est arrivé à peu près à 5000. Maintenant qu'on a vu ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas gérer de la même façon une boîte à 5000 abonnés et une boîte à 20 000 abonnés, sachant qu'on a les capacités d'aller à 20 000 abonnés dès l'année prochaine. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'il faut anticiper un maximum ces sujets-là pour pouvoir avoir une boîte saine. De toute façon, c'est ça, il faut préparer toute ta boîte pour recevoir cette croissance-là. Et tu ne peux pas subir ta croissance. Sinon, là ça devient presque dangereux au final, alors qu'en vrai, c'est surtout une question de process, d'anticipation, comme on a fait sur la première levée et qu'il faudra faire sur la seconde. Ouais, 3 alignés. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, du coup, à Pureva là, dans l'année? Déjà, en vrai, j'allais dire dans l'année, mais bon, en fin d'année, dans un mois et demi. Donc, on va revenir à 2025. En gros, c'est quoi les objectifs fin 2025 concrets? Comme ça, vous vous engagez publiquement. Mais en gros, c'est quoi vos objectifs 2025 concrets? Bonne question. Non, on a des objectifs chiffrés, évidemment. Mais pour parler des choses aussi, on va dire, plus concrètes, intéressantes, on a la sortie d'un nouveau produit qui va arriver. C'est la sortie du filtre douche.
parce que c'est aussi un sujet important. Ok. C'est des problématiques qui touchent beaucoup de monde, qui est encore une fois demandé par nos utilisateurs. Donc il y a une nouvelle sortie produit. En termes d'objectifs financiers, ça va dépendre aussi de la levée de fonds. C'est exactement ce qu'on disait. La levée de fonds va nous permettre d'aller beaucoup plus vite en fonction de la levée. Et du coup, les chiffres, Vincent. Mais sinon, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir équiper 50 000 foyers l'année prochaine. C'est ça. Ok. Donc d'ici décembre du coup, de l'année prochaine, on aimerait avoir atteint cet objectif-là. Donc 1 x 10, quoi. C'est ça. Sur les abonnés. Mais bon, si vous aviez prévu 2005 et que vous faites 5000, c'est réaliste, quoi. Bah, quand on en parle, c'est vrai qu'on passe tout de suite pour, encore une fois, mais pour des fous, on va dire. Ouais. Mais on pense que c'est atteignable et le marché est trop grand pour se fixer des objectifs plus petits. Ouais. Le besoin est trop important aussi. Et on se dit que voilà, aujourd'hui, on est à 30 millions de foyers en France. Ouais. Et on devrait tous avoir un filtre à la maison. Ouais, limite, ce serait sous-estimer le potentiel déjà de notre produit, la pertinence du problème. Ouais, et de la mission. De la mission. Enfin, voilà, on est obligé de penser comme ça. On est obligé d'être... En fait, tout notre marché est énorme. Ouais. Tout ce qui nous entoure est énorme. Le marché de la bouteille, l'eau du robinet, etc. est énorme. Donc forcément, si tu veux changer les choses, c'est pas avec quelques des petites actions abonnés. C'est pas avec 5000 abonnés que tu vas le faire. Donc tu es obligé d'avoir un plus gros objectif. C'est ça. En vrai, pas prévu du tout, mais je vous propose qu'on fasse un truc. C'est qu'on refasse un épisode juste avant votre levée. Genre en mars ou un truc comme ça. Je sais pas quand est-ce que... Mais je crois que c'est fin Q1. C'est ça. Donc ouais, genre février-mars. Fin février-mars, donc dans 4-5 mois. Enfin, ouais, 3-4 mois, c'est ça. 4 mois plutôt. Comme ça, on fait mise à jour. Et après, on refait fin d'année 2025. En vrai, ça pourrait être dans ça un pourrait an, être pas mal. Et en mode comme ça, on voit bien les... On voit bien les paliers, on voit bien les préparations, on va bien voir nos cernes. Exactement, si ça a marché ou pas. On va voir si ça a marché, on en reparlera. Avec plaisir. Bon, ben merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir invités. À très vite. À très vite. Merci beaucoup.